bonjour à tous, donc, je suis Alexandre Sebéac, je suis actuellement en post-doctorat à l'Université de Rouen, dans l'UMRID. Et je tiens à remercier les organisateurs de ces 2 journées. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de la caractérisation des paysages urbains et en lien avec les risques de dingue. Cette présentation fera écho à ce qui a déjà été présenté par Eric Daudet il y a quelques semaines. Et je vais également, peut-être me mettre debout. Je vais également vous présenter du coup le projet GeoMosquito à Bangkok qui a commencé il n'y a pas longtemps. Donc, pour comprendre un petit peu la dingue, il faut d'abord comprendre un petit peu son vecteur. Donc là, je vous présente, c'est Aedes aegypti, qui est le vecteur principal de la dingue à Bangkok. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu ses besoins, qui sont globalement, il a besoin de trouver des êtres humains pour réaliser un repas sanguin. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la transmission du virus a lieu. Donc la transmission du virus c'est bilatéral, elle va dans les 2 sens, donc entre un moustique sain, puis quelqu'un contaminé va attraper la maladie, et inversement. Après, le moustique il a différents besoins. Donc déjà il a besoin de végétation pour arriver à se nourrir et se reposer, etc. Et il a également besoin d'eau pour pondre. Donc souvent le Aedes aegypti c'est surtout des gîtes qui sont produits par l'homme et qui sont mis en eau également par l'homme ou par les précipitations. Donc ce qu'on va remarquer, c'est que finalement l'environnement local est extrêmement important, parce que finalement selon les configurations qu'il va y avoir, donc plus ou moins de bâtiments, plus ou moins de végétation, plus ou moins de gîtes potentiels, on va avoir du coup plus ou moins de moustiques. Mais il y a aussi également la composante des mobilités qu'il faut prendre en compte, parce que selon le type de quartier qu'il y aura plus ou moins de personnes à différents moments de la journée. Donc, je vais vous parler un petit peu maintenant le contexte de l'étude en elle-même. Donc finalement, nous, on va vraiment essayer de réfléchir sur le lien qu'il peut y avoir entre les types de quartiers et l'exposition à la dengue. Donc nous, on va considérer ici que Bangkok, en l'occurrence, c'est une mosaïque de paysages urbains locaux qui sont extrêmement différents et qui sont plus ou moins adaptés, par exemple, aux moustiques et qui sont également plus ou moins attractifs pour les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont plutôt des endroits de dortoir et d'autres lieux qui vont être plutôt visités lors de la journée, par exemple. Là, je vais vous montrer un petit exemple. C'est Siam Paragon, donc c'est vraiment dans l'ultra-centre de Bangkok. Et en fait, on a plusieurs types... Ouais. On a plusieurs types de quartiers qui peuvent apparaître. Par exemple, ici, il y a Siam Paragon, qui est l'un des malls les plus fréquentés de Thaïlande. C'était l'endroit le plus instagrammé en 2013, il me semble. Et à quelques centaines de mètres, on va retrouver un autre type d'habitat qui est du coup, quartier qui n'est pas forcément informel, mais qui est très, a priori, déshérité. Et finalement, la question qu'on va se poser, c'est que finalement, ici, on a à peu près un type de centralité qui est similaire, c'est-à-dire que c'est les 2 zones qui sont extrêmement centrales, très proches les unes des autres, mais la question c'est par exemple ici, est-ce qu'il y a des risques d'exposition aux moustiques et donc à la dengue qui sont différents. Donc finalement, nous, le protocole général de l'étude, ça va être dans un premier temps de subdiviser Bangkok en paysages homogènes, donc en termes de type de bâti et en termes de végétation. Et après, on va essayer d'étudier, qualifier le niveau de centralité de ces zones, est-ce qu'ils sont plus ou moins attractifs pour les êtres humains. L'idée, c'est d'arriver à avoir une sorte de graphique un peu comme celui-là, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté, donc sur l'axe horizontal, un niveau de centralité, donc qu'il y aura plus ou moins de personnes qui seront présentes, et après sur l'axe vertical, un environnement qui est plus ou moins favorable à Aedes. Après, l'idée, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester, donc, est-ce que c'est la typologie de ces environnements sur l'influence qu'il peut y avoir sur la dengue. Donc nous, ce qu'on a testé, ce qu'on prévoit de faire, c'est donc de tester la séroprévalence chez des jeunes, entre 10 et 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la population qui est la plus susceptible à la dengue, premièrement. Ensuite, secondement, leur espace d'activité est a priori un peu plus limité. C'est-à-dire que par rapport à d'autres personnes qui peuvent aller dans beaucoup d'endroits dans la ville, là, on fait l'hypothèse que ça ne se résume pas uniquement, mais principalement à l'école et au lieu de domicile. Et l'idée, c'est d'arriver à ensuite mettre en lien les séroprévalences, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont eu la dengue et le type d'environnement qu'ils ont fréquenté. Donc, là, je vais reprendre un petit peu ce qui a été montré par Eric Daudet précédemment. L'idée, c'est comment définir un paysage urbain à l'échelle adaptée. Donc, on a différents types de données en entrée. L'intérêt de ces données que je vous présente, c'est qu'elles sont utilisées à peu près partout. Donc, finalement, la réplication de la présentation est potentiellement faisable. Donc du d'accord, moi ce que j'ai utilisé, c'est une couche de bâtiment qui provenait de Bing. En France, on a la BD Topo, mais en Thaïlande, il n'y avait pas trop d'équivalent. C'est-à-dire que c'est une touche vectorisée de à peu près 1,2 million de bâtiments à Bangkok, qui n'est pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister, auquel j'ai combiné, du coup, merci Dataterra et Formater et Dynamis pour avoir fourni des images Pléiades à 50 cm, ce qui permet d'extraire finalement des indices de végétation et également la hauteur par tristééroscopie.
Et la hauteur est un paramètre assez important à Bangkok, parce que finalement il y a quand même des grosses différences en termes de hauteur des bâtiments. Il y a vraiment des condominiums qui font 30 mètres, enfin 30 étages, pardon, et a priori le risque dans ces bâtiments n'est pas forcément le même, parce qu'ils sont très climatisés, etc., que dans les quartiers plus informels, on va dire. Et donc l'idée c'est de mettre en relation, impliquer un algorithme qui permet du coup d'arriver à subdiviser ce territoire en zones qui sont homogènes. Donc l'idée c'est de regrouper les bâtiments qui sont contigus et qui se ressemblent. Pour ça, en fait, je vais prendre ici, donc en gris on aura des bâtiments, on va récupérer l'emprise spatiale, donc avec des polygones de Voronoi, et puis on va regarder ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de végétation ou pas. L'idée c'est d'arriver à faire des regroupements par voisinage, pour ensuite avoir des zones qui se ressemblent. Donc on a différents critères qu'on peut prendre en compte, la hauteur, la surface du bâtiment, la densité de végétation et le nombre de patchs. Donc le patch de végétation, c'est est-ce que c'est plus ou moins, est-ce qu'il y a plusieurs, est-ce que la végétation est diffuse ou continue dans l'espace, etc. Donc ça, c'est des données qui sont disponibles, qu'on hérite de ces approches. Donc là, c'est à peu près la même chose, hein, en moins beau, hein, parce qu'il y a peut-être une erreur d'export. Mais finalement, on va avoir une zone à gauche qui va être une zone de test, en fait, et on se rend compte qu'il y a, grosso modo, une rupture. C'est-à-dire que finalement, à gauche, on a une partie qui est plus ouverte, et à droite, une partie qui est un petit peu plus dense. Donc là, ça reprend ensuite ici au milieu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va définir des polygones de Voronoi et estimer finalement la hauteur et la végétation aux alentours. Et là, on va appliquer ensuite un algorithme de partitionnement à base de réseau. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que ce fera l'objet d'une présentation demain. Donc on pourra bien détailler tout ça. Mais grosso modo, on va créer un graphe qui va relier les bâtiments voisins qui se ressemblent le plus et appliquer l'algorithme de Skater. Ici, on a défini une surface minimale de 200 mètres de rayon, ce qui est grosso modo la capacité maximale de déplacement d'un moustique depuis son lieu d'émergence. Donc je vous présente quelques petits résultats. Donc là c'est à gauche, donc on a des petites zones de partitionnement. On voit que grosso modo le découpage respecte finalement les discontinuités qu'on peut voir à l'œil nu. Et à partir de ça, on va maintenant arriver à caractériser. C'est-à-dire que finalement on a découpé Bangkok, 1 200 000 bâtiments ont été regroupés en 1400 zones. Et maintenant l'idée c'est d'arriver à caractériser chacune de ces zones. Donc là pour la peine j'ai pris simplement 4 critères. C'est-à-dire on va avoir 2 critères basés sur la végétation, 2 critères basés sur le bâti, donc que ce soit la densité et le nombre de patchs de végétation, ou alors la densité et la surface des polygones, donc l'emprise spatiale de la zone. Donc là on a appliqué une ACP qui divise assez bien l'espace, c'est-à-dire qu'on va avoir une opposition sur l'axe 1 entre des zones qui sont plutôt denses et des zones donc à droite et des zones qui sont plutôt ouvertes à gauche. Et après sur l'axe 3, donc de haut en bas, on aura des zones qui sont plutôt végétalisées par rapport à des zones qui sont plutôt patchy, on va dire. Et à partir de là, donc on peut faire une cartographie de l'axe 1. L'axe 1 est intéressant parce que finalement en termes de contribution, il y a 80% des paramètres qui dépendent du bâti, et on sait que pour Aedes aegypti, c'est les critères les principaux par rapport aux aspects plutôt végétation. Donc on obtient du coup une carte de Bangkok avec différentes zones plus ou moins ouvertes ou denses finalement en termes de bâtiments. Ensuite maintenant une grande question, ça va être de définir la centralité dans chacune de ces zones. Pour ça, en fait, il y a différentes manières de décrire la centralité. Ça peut être une centralité physique, c'est-à-dire est-ce que ce lieu est accessible, est-ce que c'est compliqué d'y aller ou pas. Après, on peut aussi raisonner en termes d'attractivité. Est-ce qu'il y a beaucoup de services qui sont disponibles? Est-ce que ces services sont variés? Et finalement, on va regarder aussi des traces numériques qui vont être des signes de présence d'individus. Je vais y revenir juste maintenant. Donc pour définir la centralité, l'accessibilité, j'ai utilisé le GTFS, qui est finalement des informations standardisées sur la fréquence des bus et des métros dans chacune des zones. Donc là, on va regarder finalement combien de bus et de métros passaient dans chacune des zones, dans un rayon de 500 mètres, parce qu'on peut prendre en compte finalement l'accessibilité à pied également, qui nous permet d'obtenir cette carte, qui fait ressortir Victory Monument, qui est vraiment le gros hub des transports à Bangkok. Ensuite, là, je vais peut-être, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, Bon, je sais pas, enfin, ça dépend. Ouais, d'accord. Du coup, là, c'est pour définir l'attractivité. Là, j'ai utilisé des points d'intérêt de Google et de Facebook. Donc, les points d'intérêt, c'est pas si vous, enfin, c'est comment dire, lorsque vous ouvrez Google Maps, ça va être tous les petits services que vous pouvez avoir. Donc, ça peut être un restaurant, un dentiste, etc. dans une zone. Donc, j'avais fait il y a quelques années, mais j'ai fait un algorithme qui permettait de scraper toutes ces informations-là pour récupérer du coup toutes les infos sur Google à Bangkok. Et pareil, Facebook, c'est un peu particulier. Je reviendrai juste après. C'est que, en fait, Facebook, il y a aussi des pages
qui dépendent de l'UE, qui sont aussi localisés, et à l'époque, avant Cambridge Analytica, c'était très simple de les récupérer. Et donc finalement, on peut avoir, avec ces cartes-là, c'est qu'on va avoir d'un côté tous les points d'intérêt de Google et de Facebook, et en dessous, du coup, la diversité, c'est-à-dire le nombre de catégories différentes qu'on peut trouver dans une même zone. Ensuite, pour ce qui est de la prévention en ligne, là j'ai utilisé des données de Twitter. C'est un peu les résultats de ma thèse. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, c'était en 2015, les gens pouvaient envoyer des messages qui sont géolocalisés et datés. Donc on sait à quel moment les gens ont été dans la ville. Donc là, c'est des informations qui sont, sensibles, hein, c'est des données individuelles. Voilà. Alors que Facebook, c'est un petit peu différent. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des pages associées à des lieux et des activités. Mais en fait, les personnes, quand ils sont dans un restaurant, ils peuvent dire sur Facebook, bah, tiens, j'y suis, ce qui incrémente le nombre de personnes qui ont fait des check-in. Et ça, c'était possible de les récupérer assez facilement à l'époque. Donc finalement, ça donne un indicateur finalement de présence en ligne, qui sont un petit peu différentes, parce que ça dépend un peu de la nature des réseaux sociaux. Et à partir de là, on va tout synthétiser dans une seule couche, avec une ACP, où on voit vraiment qu'il y a l'axe 1 qui contribue énormément, et finalement, ça nous permet d'avoir un indice de centralité. Donc, une fois qu'on est là-dessus, on peut faire la typologie des quartiers. Donc là, finalement, chaque point correspond à une zone de Bangkok. Et on a finalement, donc, si vous voyez à gauche, les différents types de bâtiments, donc du plus dense en haut au plus ouvert en bas. Et après, on a également une centralité, donc plutôt faible à gauche et plutôt forte en bas. Donc on peut diviser, faire une qualification en 4 classes. Et donc on peut aussi effectivement la spatialiser, donc voilà, avec donc différentes choses qu'on peut noter, hein. C'est-à-dire que finalement, ce que vous voyez en rouge, c'est les zones qui sont centrales et denses, mais finalement, elles ne sont pas uniquement au centre géographique. C'est-à-dire qu'on va retrouver des zones un petit peu en périphérie de cette image, qui restent centrales et denses, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se produisent. Voilà. Et là maintenant, je vais vous parler en fait d'une mise en relation avec des études qui ont déjà été faites précédemment. Donc on a contacté du coup l'université de Chulalongkorn, notamment le centre médico-pédiatrique, qui avait du coup déjà réalisé des tests sanguins sur des enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des prélèvements auprès de 272 enfants dans le cadre d'études sur la rage et sur les rougeoles, rubéoles, oreillons. Et donc l'idée c'était de réutiliser ces données. Ils ont récupéré les échantillons sanguins et fait des tests ELISA pour arriver à savoir s'il y avait ou non ou pas une séroprévalence à la dengue. Donc ce qu'on va remarquer déjà, c'est que l'exposition à la dengue varie énormément avec l'âge. C'est-à-dire qu'il y a comme le risque est relatif, il est 6 fois plus élevé pour les 10-16 ans que pour les 3-9 ans. On a une séroprévalence de 33% pour les 10-16 ans et de 6% je crois pour les 3-9 ans. Et en fait, l'idée maintenant, c'était l'équipe de Chulalongkorn a appelé tout le monde pour essayer de retrouver leur adresse de domicile et leur adresse d'école. Et on a pu avoir ces informations-là pour 202 enfants. Tous ne sont pas effectivement dans la zone d'étude, mais au final, ça nous permet de faire des petites statistiques qui permettent donc de voir finalement le niveau de séroprévalence en fonction des types de quartiers, selon que ce soit leur domicile ou selon que ce soit leur école. Donc finalement, les résultats principaux, c'est qu'il y a une séroprévalence plus élevée lorsque l'école est dans un milieu dense et également dans un milieu central. Et la séroprévalence est plus élevée lorsque leur domicile est dans un milieu ouvert. Après, il n'y a pas vraiment de lien par rapport à la centralité. Voilà, ça reste vraiment une étude pilote, à prendre avec des pincettes. L'échantillon est vraiment très très faible. Et puis il y a quand même des doutes aussi par rapport à l'exactitude des localisations qui nous ont été fournies. Et ce qui me permet donc de terminer sur le projet qui a commencé il n'y a pas très longtemps. J'ai pas trop de nouvelles, mais je pense que ça a dû commencer d'après les contrats. Et c'est le projet GeoMosquito qui vise à reprendre tout ce qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que finalement, on a réussi à caractériser tous les endroits de Bangkok dans 4 catégories. Et l'idée, c'est d'arriver à récupérer un échantillon d'au moins 1000 élèves dans environ 10-12 écoles. Donc là, on en a 11 qui ont accepté, qui sont dans chacune des catégories. Donc, et ensuite, après, il faudra récupérer, faire des échantillons de séroprévalence auprès de ces enfants, pour ensuite faire des statistiques un peu plus poussées, comme on a fait précédemment. Là, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'ici, donc en bas, pour ceux qui sont en visio, en bas à droite, il y a une école qui est hyper intéressante, c'est-à-dire que c'est l'école qui était justement dans ce que je vous ai montré au tout début, entre Siam Paragon et le quartier un petit peu, on va dire, un peu moins bien doté. Et cette école, elle est intéressante parce qu'elle est hyper centrale et aussi entourée il y a un temple à côté, etc. Donc il y a quand même beaucoup de végétation. Mais finalement, on a réussi à faire des échantillons spatial et thématiques assez
assez intéressant. Et l'idée maintenant, donc, c'est donc de faire ces entretiens, enfin, aller dans les écoles, recruter des enfants. Et ensuite, on a une autre partie qui va être de poser des pièges à moustiques, donc des GAT, des Gravity Aided Trap, donc sur de sticky trap, comme vous voyez ici, qui permettent du coup de compter les moustiques. Donc ça, on va les poser dans les écoles, il y aura des relevés qui seront faits toutes les semaines, et on va essayer également d'impliquer les enfants, donc essayer d'avoir au moins 10% de l'échantillon qui posent chasse chez eux pour avoir d'informations supplémentaires. Ça se fera vraiment à la saison des pluies, si elle commence. Et ensuite, après, on a également fait ajouter des petits questionnaires CAP, donc Knowledge, Attitude and Practice, qui seront posés aux parents vis-à-vis. Donc ce sera des questions qui seront relatives à leur connaissance de la dengue, aux mesures préventives et éventuellement aussi, je crois, à l'acceptation d'un vaccin, parce qu'ils sont en train de tester des vaccins, les Takeda. Voilà. Et je reviendrai peut-être vers vous plus tard, lorsqu'on aura les premiers résultats. Donc ce serait peut-être vers fin 2024, début 2025. On va voir. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, puis si vous avez des questions.